Parce que le phénomène d'hypercroissance est récent, parce qu'il pose de nombreuses questions, tant au niveau de l'organisation que des opérations, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui pilotent ces machines redoutables. Je suis Fanny Rimbaud, fondatrice de Double 6, et dans Kiss My Scale, on parle de nos sujets de prédilection. Stratégie, roadmap, équipe, growth, et parfois même, on dessine. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai invité Daria Sainani, qui est Head of Growth chez Shippeo. Shippeo est une plateforme de visibilité de transport en temps réel et prédictive. C'est aussi une machine incroyable qui grandit à vitesse record. L'entreprise double son chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, se développe à l'international et a doublé ses effectifs en 3 ans. Pour la discussion, Daria nous livre un savoir-faire très précieux. Elle revient sur son expérience, comment elle pilote une roadmap marketing en hypercroissance. Bonne écoute. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu déjà votre parcours et ensuite que fait Shippeo pour les auditeurs ? Je m'appelle Daria Sainani, je suis Head of Growth Marketing chez Shippeo. J'ai 10 ans d'expérience dans le monde de SaaS B2B, donc j'ai fait plusieurs PME avant d'arriver chez Shippeo. Et je viens plutôt d'un background de field marketing, donc voilà, toutes les opérations, toute la partie aussi exécution dans les différentes régions. Et j'ai rejoint Shippeo donc en novembre 2019. Et chez Shippeo, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'on arrive, c'est combien d'employés est-ce qu'il y avait au moment où on arrive. Donc moi, je suis arrivée, il y avait à peu près 76 employés. Aujourd'hui, il y en a 275, 76. Donc on a eu une croissance, une très très belle croissance ces 2 dernières années. On a quasiment doublé le chiffre d'affaires d'une année à l'autre, et on a vraiment fait une belle expansion à l'international avec des régions. Alors peut-être juste avant, que fait Shippeo ? Oui, bien sûr, pas de souci. Donc, Shippeo est un éditeur de logiciels et nous sommes actifs dans la visibilité en temps réel et prédictive pour la supply chain. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Les chargeurs, donc les grandes entreprises comme Leroy Merlin, Renault, Coca-Cola, etc., ils ont besoin de faire du transport de leurs biens d'un point A à un point B, et ils font appel à des transporteurs. Et en fait, tout ça aujourd'hui est fait souvent manuellement. Okay. C'est-à-dire que pour savoir où se trouve la livraison, le chargeur va devoir appeler le transporteur et le transporteur va appeler le conducteur du camion. Et tout ça est fait d'une manière a posteriori, puisque voilà, on est vraiment dans du très réactif, c'est pas du tout proactif. Donc, ce que chez PO on fait, c'est que on se connecte directement au système d'informatique embarqué, par exemple des transporteurs ou des systèmes informatiques tels que les TMS. On extrait ces données GPS, on les retravaille et on peut les diffuser sur notre plateforme. Et donc, le chargeur va pouvoir avoir une visibilité en temps réel, donc de ce qui se passe sur le transport de ces marchandises. Et aussi, va pouvoir estimer the time of arrival, donc un temps estimé d'arrivée, qui permet vraiment d'anticiper les retards. Et donc ça a des bénéfices extrêmement rapides et importants pour l'ensemble des chargeurs. Donc, c'est les équipes opérationnelles qui sont beaucoup plus efficaces, donc ils n'ont pas besoin d'avoir 20 personnes qui appellent pour savoir où se trouve le camion. Il va avoir des bénéfices pour la satisfaction client parce que le client va avoir l'expérience Amazon. Donc typiquement nous en tant qu'acteur B2C, quand on fait une commande sur Amazon, on a toutes ces informations, c'est à l'heure près, à quelle heure ça arrive. Et ben dans le B2B c'est pas du tout le cas. Donc ils ont des marchandises avec millions d'euros de valeur de marchandises dans les camions et ils sont incapables de dire où se trouve le camion et à quelle heure il va arriver. Donc Shippeo, il règle ce problème et voilà, c'est les bénéfices sur la satisfaction client, sur la partie opérationnelle des équipes et aussi tout ce qui est coût entre les litiges entre les transporteurs et les chargeurs. Donc là, ça vraiment, ça élimine les discussions sur le camion il est arrivé mais il a été en retard. Ah ben non, j'étais pas en retard, j'attendais qu'on me donne un quai. Donc ça, ces conversations-là
sont simplifiées puisqu'il y a des données objectives. Ok. Là, si on essaye de dessiner déjà, de mettre des curseurs sur une espèce de roadmap par rapport à tout ce que tu nous dis, il y a énormément d'éléments entre la croissance en termes de collaborateurs, la croissance internationale. Déjà, si on prend une échelle de 0 à 5, à quelle échelle toi considères-tu être arrivé en termes de maturité de la boîte? Vous étiez 76. En termes de maturité de la boîte, nous sommes définitivement pas une start-up. On a dépassé cet état. En fait, au moment où je suis arrivée, on n'était déjà plus une start-up. C'était vraiment les débuts de Scale-Up. Aujourd'hui, clairement, nous sommes en croissance. Nous sommes dans la partie Scale-Up. Est-ce qu'on est arrivé à une maturité Non, parce qu'il y a encore énormément de potentiel et le marché il est assez nouveau aussi. Donc, on est assez pionnier sur le marché de la visibilité parce que à notre création en 2014, avant ça, il n'y avait aucun acteur qui était capable de faire ce qu'aujourd'hui nous faisons. Et le marché, on suit un peu... Même Amazon ? Alors, Amazon le faisait pour le B2C, premièrement. Et deuxièmement, il le faisait déjà pour leurs opérations à eux. Alors que là, la complexité, c'est 3 entreprises qui ne sont pas reliées d'un point de vue informatique ensemble. Il y a les chargeurs qui ont leur propre système informatique, il y a les transporteurs et il y a les conducteurs. Amazon, il avait d'autres problématiques. Ils n'avaient pas des problématiques forcément B2B. Donc là, le grand changement sur le marché qui est arrivé, c'est premièrement les API. Donc ça, c'est une révolution technologique parce que dans le marché avant, c'était des connexions qui étaient EDI. C'était des connexions qui n'étaient pas forcément en temps réel. C'était des connexions qui étaient faites one-to-one. Donc il fallait maintenir ces connexions et on pouvait très bien mettre en place une connexion entre 2 entreprises. Mais il faut s'imaginer qu'un chargeur va travailler avec beaucoup de transporteurs, 200 transporteurs qui, eux, vont travailler avec une dizaine de conducteurs. Donc, le fait qu'il a eu cette APIisation, ça permet d'avoir une connexion standardisée avec tous les différents acteurs. Deuxièmement, il y a eu toute une éducation du marché des transporteurs qui, eux, au début, n'étaient pas... Pour eux, c'était un changement de paradigme aussi. Et puis, troisièmement, c'était le fait que le ROI soit tellement rapide sur ce genre de solution qui permet, en fait, de rentrer sur des conversations de plutôt OPEX, plutôt de CAPEX. C'est plus un investissement comme un grand ERP à mettre en place sur toute l'entreprise, c'est les directions de la supply chain qui, pour améliorer leurs opérations, vont pouvoir le mettre sur leur budget OPEX. Donc, c'est vraiment ces 3 choses qui ont permis que le marché a changé. Et nous, on a contribué à ce changement de marché. Donc, aujourd'hui, on grandit et on suit la maturité aussi du marché. Tu dis que quand tu es arrivé, c'était déjà une scale-up. Selon toi, qui a en plus ce retour d'expérience en SaaS, qu'est-ce qui fait le point de bascule entre start-up et scale-up ? Je pense que la partie qui ferait vraiment la bascule, c'est les process, le fait d'être systématique et d'essayer toujours penser tout ce que je fais, je dois pouvoir le faire à grande échelle. Donc par exemple, toute action marketing qu'on réalise, on pense toujours est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir scaler dans le futur ou pas. Et ça en fait, par exemple, l'investissement dans les outils, l'investissement dans les procédures, l'investissement dans le recrutement également. Tout ça, je pense que ça montrait que l'entreprise n'était plus en train de chercher est-ce qu'on a bien le product market fit, c'était déjà là. Donc cette recherche était déjà faite. On avait déjà plusieurs clients qui nous faisaient confiance et le produit avait déjà beaucoup plus de maturité. On avait déjà une meilleure compréhension à ce moment-là. Il y a eu des erreurs aussi dans le passé. C'est pas du tout que dès la création de Shipeo, tout était parfait. Mais au moment où je suis arrivée, d'un point de vue produit, la vision devenait de plus en plus complète et définie. Les processus étaient déjà en partie mis en place. Les outils étaient déjà en partie mis en place. Et il y avait une vraie vision de recrutement à long terme pour réussir à porter cette croissance. Ok. Est-ce que tu as déjà été dans des entreprises où justement on est dans la phase antérieure à celle que tu décris ? Non. Alors moi j'ai toujours été dans des entreprises qui avaient fini leur hypercroissance et qui étaient déjà plutôt sur un rythme de croisière.
Et j'ai jamais été dans une start-up, pure start-up. Mais à vrai dire, ça ne m'intéresse pas non plus d'être dans une start-up. C'est pas, il y a là une partie très création dans la start-up. Donc, ça va de la création du site web, d'un point de vue marketing, du travail sur la marque, sur la notoriété, etc. C'est des parties qui sont très passionnantes, mais ce qui me passionne plus, c'est, OK, donc on a déjà quelque chose qui a commencé à être déjà pas mal défini. Comment est-ce qu'on multiplie ça par 2, par 3, par 5, par 7 ? Donc, et ça, je trouve ça vraiment, ça m'intéresse beaucoup plus en fait. Et d'ailleurs, ce qui est passionnant, c'est que si on prend par exemple la lead gen aujourd'hui, donc voilà, il faut déjà avoir les bons canaux, il faut avoir les bons contenus, etc. Mais comment est-ce que d'un point de vue équipe marketing, d'un point de vue équipe commerciale, on fait pour passer de 200 leads en une année à 200 leads en un mois à 500 leads en un mois. Donc, et c'est ce type de croissance qu'on a pu voir depuis mon arrivée. Et c'est ça, en fait, qui est comment est-ce que non seulement on génère tous ces leads, mais comment est-ce qu'on les traite aussi, comment est-ce que les équipes commerciales elles vont les traiter de leur côté, et comment est-ce qu'on calcule les conversions, comment est-ce qu'on ajuste. Et ça, typiquement, dans une start-up, je pense qu'il y a beaucoup d'expérimentation, de growth hacking qui se passe à ce moment-là, mais comment est-ce qu'on industrialise ça ? Comment est-ce qu'on garde le meilleur ? On fait par exemple beaucoup d'expérimentation également, mais c'est aussi savoir, OK, qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qui est scalable ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans les prochaines années identiques ou qu'est-ce qu'on doit jeter aussi ? Très clair. Alors déjà, à ce point-là de la conversation, est-ce que tu peux nous dire si le profil du CMO startup et du CMO scale-up sont selon toi deux profils différents ? Je pense que ce profil peut évoluer, mais je pense aussi que ça peut être des gens, ça peut être des profils différents aussi. Parce que typiquement, je pense que je suis un bon profil pour une scale-up. Je ne suis pas certaine que je suis faite pour le monde de la start-up pure et dure. Et aussi les entreprises dans lesquelles j'ai été avant, où c'était vraiment des entreprises qui étaient bien établies, qui étaient là depuis 20 ans. C'était pas non plus pas les entreprises où j'avais le meilleur fit. Donc je pense qu'il y a quand même des profils différents. Et chaque phase d'une entreprise, il faut trouver la bonne personne qui va pouvoir accompagner à chaque phase. Donc, je pense qu'il y a bien sûr des gens d'exception qui vont pouvoir tout faire, mais c'est des besoins et des approches différentes. Maintenant, cette fameuse machine, cette industrialisation, évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Quelle machine tu as mis en place ? Et puis, je pense que tous nos auditeurs seront intéressés de savoir comment on passe de 200 leads à l'année à 500 leads par mois. Est-ce que tu peux nous décrire la mécanique et peut-être en amont nous expliquer comment tu as défini une roadmap ? Quels sont les indicateurs que tu suis en priorité et en fonction le mode opérationnel que tu déploies ? Ce que nous avons mis en place au début, c'était vraiment de travailler avec les équipes business et commerciales pour comprendre quel type de lead ils voulaient avoir. Parce qu'en fonction de la société, il peut avoir, par exemple, le marketing va pouvoir qualifier les leads jusqu'au BANT, donc budget, authority, timeline, project. Nous, on ne fait pas ça aujourd'hui. Nous, on fait une première interaction marketing, une qualification. Est-ce qu'il fait bien partie de la buyer persona ? Est-ce qu'il fait bien partie du ideal customer profile ? Et est-ce qu'il a eu une interaction avec le marketing ? Une fois qu'on a ces trois choses-là, on va les passer aux équipes SDR qui, eux, vont faire un follow-up et vont les appeler pour identifier le fameux BANT. Il y a des sociétés où le marketing va jusqu'à l'identification du BANT. Donc ça, première chose, c'est bien comprendre c'est quoi la définition du lead, c'est quoi la définition d'un MQL, c'est quoi la définition du SQL. Ça paraît des choses basiques, mais avoir une très bonne compréhension de qui fait quoi à quel moment est extrêmement précieuse parce que ça va éliminer toutes les conversations sur si les leads que le marketing apporte ne sont pas bons. En fait, il y a un vrai contrat, c'est pas forcément un vrai contrat, mais c'est... Oui. Un accord, quoi. Un accord, une exactement. Alliance. Exactement. Les équipes de SDR, Sales et Marketing doivent bien se mettre d'accord
qui fait quoi, à quel moment, et quels sont les thresholds, quelles sont les étapes de qualification entre les différentes équipes. Tu peux nous donner un exemple chez Shipeo? Enfin, jusqu'où va cette qualification en parlant du persona et à qui quitte le marketing et qui arrive au sales? Donc, comme je disais, et en fait, et ça aussi c'est très intéressant parce que c'est aussi, je pense que ce qui est important dans les définitions, c'est que les définitions doivent être suffisamment souples pour s'adapter aux différences de marché. Par exemple, nous sommes une entreprise qui initialement est créée en France. Donc le marché français est beaucoup plus mature. Donc nos SDA vont avoir un besoin de leads plus qualifiés peut-être en France que dans un tout nouveau marché qui est aux États-Unis. Donc la définition de qu'est-ce qu'on passe au SDR doit être suffisamment souple pour pouvoir s'adapter à chacun des marchés. Et c'est normal, et je pense que là aussi c'est très important dans une scale-up, c'est qu'il faut être méthodique, il faut pouvoir industrialiser, mais il faut également être suffisamment souple. Donc il y a la souplesse d'une start-up avec la partie méthodologique, quasi scientifique de grandes boîtes. Donc ça c'est vraiment cette alliance-là qui pour moi est vraiment une clé de succès. Et donc qu'est-ce qu'on fait passer en tant que lead chez les SDR? Donc la persona, donc ça c'est quelque chose sur quoi on a travaillé très en amont en faisant des entretiens avec les clients, avec les CSM, les PM, les sales pour comprendre en fait quelles sont vraiment les personnes à qui on veut vendre chez PO. Et ICP, c'est quelque chose qu'on a travaillé également avec le produit pour comprendre quelles sont les meilleures entreprises. Donc ces deux choses-là, on va les rentrer aussi dans notre outil d'automatisation marketing et qui nous permettent typiquement d'améliorer notre scoring démographique. Donc typiquement, si c'est la bonne entreprise, la bonne persona, ces gens-là ont un score démographique beaucoup plus élevé et ça nous permet de prioriser. Donc on va pouvoir dans le système voir, ok, donc score démographique, on est à 50 points. Bon, il n'a pas fait beaucoup d'interactions, mais ça paraît d'être quand même une petite pépite. On va les passer au SDR. Donc, et c'est là en fait aussi un autre élément, c'est que pour moi, il y a quand même un élément clé, c'est l'input du marketeur pour évaluer qu'est-ce qu'on passe en SDR ou pas. Donc, le fait qu'on regarde tous ces gens-là qui ont des interactions et de décider d'une manière proactive, ok, this seems to be a good fit. Il y a quand même un côté intuition. De temps en temps, il y a un stagiaire qui est là et on se dit ouais, persona c'est pas trop ça. Mais ça fait partie de l'ICP. Et c'est quand même étrange qu'il télécharge quand même tellement de documents. Ça se peut qu'il fait de la recherche en fait pour quelqu'un au-dessus. Donc il faut quand même le contacter. Donc là, si on était dans un modèle automatisé, il ne serait jamais passé par les filtres parce que stagiaire, on ne va pas. Mais en connaissant finement buying behavior, le marché, par exemple même les consultants normalement, c'est pas les acheteurs chez nous, mais les consultants travaillent de temps en temps pour les entreprises finales. Donc pour nous, vraiment avoir le côté, un regard du marketing pour décider oui ou non, est-ce qu'on est vraiment en dehors ou pas de la persona ou du ICP, avant de passer au SDR, ça fait aussi partie d'un élément clé. Donc il faut quand même un élément de souplesse et de l'intelligence humaine, à côté bien sûr des systèmes, etc., qui nous permettent de prioriser. Ok. En termes de moyens, du coup, quels sont les canaux d'acquisition que tu exploites le plus? Alors, les canaux qu'on exploite le plus... Et donc, peut-être nous expliquer ceux que tu n'exploiterais pas et que tu aurais testé parce qu'ils ne marchent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque canal a des avantages et des inconvénients. Donc aujourd'hui, en fait, on a 5 types de campagnes et 3 canaux qu'on va utiliser. Donc les types de campagnes, c'est on va faire des campagnes de contenu, on va faire des campagnes de webinaires, on va faire des campagnes d'événements, on va faire des campagnes ABM et il y a des campagnes inbound qui vont rentrer. Ces campagnes-là, on va pouvoir les promouvoir via différents canaux. Donc soit on fait via des campagnes d'emailing, donc sur notre base de données interne, soit on va travailler via des partenaires, soit via les paid advertisements. Et donc, ces différents types de campagnes, on va pouvoir les promouvoir sur ces 3 différents canaux aujourd'hui. Donc par exemple, un événement, ça dépend si c'est une conférence, si c'est un événement de Shipeo, etc. Soit ça va être vraiment que d'un third-party provider. Donc ça va être typiquement, on va avoir les listes et les interactions grâce à l'organisateur de l'événement. Soit c'est un événement Shipeo et à ce moment-là, ça vient d'un tiers de notre base de données, un tiers de third-party.
et un tiers de paid ads. Donc voilà, ça dépend vraiment de typologie, quel est le type de campagne qu'on pousse et les 3 canaux de diffusion, en sachant qu'on essaie de rester suffisamment simple pour qu'on puisse bien traquer. Et ça, c'est autre chose qui est important, c'est que on peut rentrer dans des systèmes très sophistiqués et compliqués de tracking. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que on a beaucoup de moyens en marketing de faire du tracking, mais au final, on n'a que très peu d'entreprises qui sont capables de faire un tracking très très fin sur l'ensemble de soit des types de campagnes, soit l'ensemble du funnel, soit l'ensemble des canaux. Donc il y a souvent, on est très bon sur les paid advertising parce que c'est simple, c'est Google Ads Console, c'est Facebook, etc. Donc on a les taux de conversion, on a les nombres de downloads, mais une fois qu'ils arrivent chez nous, dans notre base de données, est-ce qu'on arrive bien à les suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent une opportunité? Donc ça, en fait, la partie qui est intéressante dans le marketing, c'est que le tracking n'est pas toujours évident en fonction de où est-ce qu'on se trouve dans le funnel, sur quel type de campagne on est et sur quel canal on est en train de promouvoir. Et là où est l'enjeu, c'est pareil, c'est d'être suffisamment simple pour pouvoir traquer toutes ces choses-là et ne pas rentrer dans des calculs ultra complexes où on passe beaucoup de temps à chercher la donnée et moins de temps à prendre des décisions. La répartition des budgets, et du coup de la performance, comment est-ce qu'elle s'organise entre ces binômes? Première chose, on a pris beaucoup de temps à expérimenter avant de trouver ce modèle-là qui, pour nous convient. Donc, on a quand même pris quasiment 2 ans pour pouvoir en arriver là. Premièrement, il y avait une question de système. Donc, est-ce qu'on va pouvoir loguer l'ensemble des actions pour tout type de campagne dans un même système, que ce soit l'événementiel ou des paid advertisements. Premièrement, il fallait bien comprendre quel système on met en place, de le mettre en place, de mettre en place tous les trackings, tous les champs qu'il fallait qualifier, etc. Et ensuite, s'assurer qu'on construit le budget aussi d'une manière pour qu'on puisse associer l'ensemble des coûts à l'ensemble de ces éléments de ce petit tableau. Donc, cette simplicité, elle est qu'apparente. Ça nous a pris 1 an et demi pour le mettre en place. C'est pour ça que je te remercie de nous le livrer. Même si ce que je comprends dans ta réaction, c'est que ça ne vaut pas standard pour quelqu'un d'autre que Shippeo. Exactement. Je pense qu'il faut trouver, et ça vraiment c'est le credo, il faut trouver quelque chose qu'on peut traquer, qui est suffisamment simple pour suivre dans le temps, parce que si on est des reporting trop complexes, on va prendre beaucoup de temps pour le faire et beaucoup moins à décider. Ça, c'est vraiment, ça doit nous aider à décider qu'est-ce qu'on fait. Donc, typiquement, ce petit tableau qui semble si simple, qui n'était pas si simple. En fait, on a pu calculer des moyennes et donc un coût par lead, par type de contenu et un type de canal. Et quand on prépare notre année, on va se dire, OK, donc on est censé, par exemple, faire 200 leads via les webinaires. Nous, en moyenne, on a tant et tant de leads par webinaire, ce qui veut dire qu'on est censé faire 8 webinaires par région pour l'année. Est-ce que c'est réaliste? Non. Pourquoi c'est pas réaliste? Parce que soit il va falloir trouver 8 partenaires, soit tout simplement d'un point de vue timing, vu toutes les semaines que nous avons dans l'année, on va pas pouvoir caser autant de webinaires. Donc ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus fine et claire de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant l'année. Donc nous, on va modéliser en fait tous nos plans marketing avec ces valeurs-là. Ok. Est-ce que tu peux nous donner des indications, même en pourcentage, du flux de leads qui arrive par canal? Oui, alors, de mémoire. Alors, le plus grand type de campagne, c'est le contenu. Donc, parce que le contenu, on va pouvoir les promouvoir par tous les canaux. On va pouvoir le promouvoir via l'emailing, via les partenaires tiers et aussi via les paid advertisements. Donc ça, il n'y a pas photo, il faut avoir du bon contenu, que ce soit développé par Shippeo ou du contenu d'un grand analyste qu'on va pouvoir promouvoir, etc. Donc ça, c'est vraiment, ça apporte énormément de leads. Deuxième type de campagne, c'est quand même l'événementiel. Et ça, je pense que ça dépend vraiment de l'industrie. Il y a des industries où l'événementiel fonctionne très bien, d'autres où l'événementiel fonctionne peut-être un peu moins bien. Mais il y a quand même cet élément dans cette industrie où l'événementiel il est encore fort présent. Ensuite, l'ABM, on vient commencer à le tester. On vient d'implémenter la méthodologie. Donc, on a des grands objectifs. Donc, ça va être le troisième type de campagne. Ensuite, webinaire. Et enfin, c'est inbound. Inbound, mais qui est le plus efficace. Qui est le plus efficace, mais c'est là où nous avons le moins de contrôle.
parce que c'est de l'inbound pur. Mais par contre, on peut modéliser quand même. Tous les mois, on a des chiffres de l'année dernière. Nous avons les chiffres par mois. On a nos prévisions et on voit très bien que, par exemple, on a vu d'une année à une autre 98% d'augmentation de l'inbound. Donc, on a doublé le nombre de demandes inbound en une année. Moi, je vais prendre des taux peut-être plus pessimistes parce que je me dis, voilà, ça va augmenter de 70%. Mais ça va me permettre quand même de déjà mettre des objectifs et ensuite de voir, en janvier, on était à 70, en février, nous étions à 80 en fait, en mars, nous étions à 90. J'étais un peu trop pessimiste, donc je vais pouvoir réajuster ce tableau avec nos objectifs et dire, en fait, inbound, on a beaucoup plus qu'avant, on va pouvoir faire moins en webinaire. Mais ça reste, on réitère ce processus quasiment tous les quarters. Et j'aimerais bien déjà qu'on parle de tes problèmes actuels. Parce que finalement, nous, on est un peu parti du postulat, certainement biaisé, que l'hypercroissance, c'est aussi hyper problème. J'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet et surtout les tiens, quels sont-ils? Et ensuite, j'aurais une deuxième question sur ton stack. Moi, honnêtement, je ne vois pas vraiment de hyper problème, mais plutôt hyper opportunité. Donc là, on sent la personne au marketing. Oui et non. En fait, on a plein de problèmes qu'on doit résoudre. Et je pense qu'aussi, c'est une question de profil. Il faut avoir les bons profils. Si nous ne pouvons pas recruter des gens dans ce type d'entreprise qui veulent que tout soit déjà fait, stable et qu'il n'y a aucun changement. Shippeo en 2019, Shippeo en 2020, Shippeo en 2021, Shippeo en 2022, c'est des entreprises différentes, avec des besoins, des dynamiques différentes. Donc il faut aussi que les gens aient la capacité à accompagner ce changement et être suffisamment ouverts d'esprit pour cela. Donc, premièrement, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois, mais les choses qui fonctionnent, on les garde. Les choses où nous ne sommes pas encore bons, il faut qu'on les invente. Ce n'est pas vraiment des problèmes. En tout cas, moi, je ne vois pas comme problème. C'est plutôt des choses très, très intéressantes à faire. C'est toute la construction. Il faut qu'on s'organise parce que il y a 2 ans, nous étions la moitié de l'équipe. Aujourd'hui, nous avons doublé d'équipe. Donc, on ne va pas onboarder les gens de la même manière. C'est beaucoup plus de travail, mais il faut, on s'assoit une fois, on rediscute, comment est-ce qu'on va le faire. Et on va mettre en place un nouveau processus qui va être beaucoup plus efficace. Donc, on va devoir repenser la manière. On ne peut pas s'asseoir sur des processus qu'on se disait efficaces il y a 1 an, 6 mois. Et pas les remettre en cause parce que tout simplement on a tellement grandi qu'il faut les changer. Donc pour moi c'est pour ça que c'est pas vraiment des problèmes, c'est plus des opportunités de devenir de plus en plus efficaces, mais il faut se remettre en question. Il faut s'entourer de personnes qui n'ont pas peur du changement parce qu'il y a beaucoup de changements. C'est ça qu'il faut gérer. Est-ce que du point de vue opérationnel, justement dans tes objectifs marketing, est-ce que tu as des sujets qui sont des points de douleur? Non, je pense que le recrutement, c'est vraiment quelque chose qui est... Alors, je ne dirais pas que c'est un point de douleur, c'est quelque chose qui est très time intensive. Donc, surtout que nous avons recruté beaucoup de gens fin de l'année dernière. Donc c'est passer beaucoup de temps en entretien, passer beaucoup de temps à préparer les exercices, à revoir les exercices, etc. Donc, est-ce que c'est un pain point? Non, c'est clair, mais c'est un investissement en temps. Donc voilà, et ensuite, ce qui est aussi, je pense, qui est pas forcément simple, c'est aussi d'ajuster sa stratégie à l'évolution de l'entreprise. Et c'est pour ça que quand je disais que Shippeo n'est pas la même entreprise en 2019, en 2020, en 2021, en 2022, c'est que comme ça change tellement vite, il faut repartir quasiment, pas d'une page blanche, mais quasiment tous les ans en se disant ok, est-ce que l'approche que nous avons aujourd'hui c'est vraiment la bonne? Est-ce que ce que nous avons fait l'année dernière était bien efficace? Très clair. Alors le stack. Ouais, le stack. Alors, et je crois que ce sera notre dernière question. Hélas, le temps passe si vite. Oui, ça passe si vite, mais ce n'est pas grave. C'était très intéressant. Donc, le stack. Alors, nous utilisons Salesforce comme CRM. Donc, voilà, c'est assez classique. Mais par contre, ce qui est important, c'est que toute l'entreprise utilise Salesforce d'une manière... mais vraiment religieuse. Vous seriez bien les premiers. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire chez Shippeo, c'est qu'on met en place des process et on les suit. Et ça vient vraiment du top management. Le top management est super... c'est des gens qui sont très carrés sur ces aspects-là, donc ça diffuse dans toute l'entreprise. Bon,
il y a encore des choses à améliorer, bien sûr, mais en termes de plateforme d'automatisation marketing, on utilise HubSpot. Et honnêtement, moi, je suis fan de cet outil. Je trouve que c'est vraiment une plateforme qui est vraiment très adaptée à du B2B en croissance. Ça permet de traquer tout ce qu'on veut. C'est suffisamment flexible, c'est très agréable en termes de prise en main. Donc, pour moi, vraiment, c'est un des meilleurs outils sur le marché. Et en fait, on fait beaucoup de choses sur HubSpot. Après, on va travailler avec... donc là, on teste de nouveaux outils. Par exemple, un outil qui s'appelle Zoom Info, qui nous permet, entre autres, d'enrichir notre base de données. On travaille avec des intégrateurs de API comme Zapier, etc. Ça nous permet de faire beaucoup de choses, en fait. Après, il y a des petits outils qu'on utilise d'un point de vue même product marketing ou digital, qui s'appelle Usability Hub. Ça, je trouve ça très intéressant. Nous avons accès à une communauté qui peut nous donner du feedback, que ce soit sur du contenu ou sur la forme. Donc, on va recruter un échantillon de 50 personnes qui vont nous dire cette page-là, est-ce que vous comprenez de quoi on parle? Et typiquement, par exemple, quand on doit trancher sur des questions de design ou sur des tranchements sur des questions de wording, en général, on rentre dans des discussions de j'aime les couleurs et certaines couleurs et certaines formulations. Là, on teste ça avec une audience internationale et on va pouvoir trouver la version qui est la plus adaptée à l'utilisateur. Et on élimine les conversations sur « Ah, je préfère du bleu à la place du vert ». Donc ça, c'est vraiment, ça nous aide sur pas mal de choses, que ce soit d'un point de vue design ou même comment est-ce qu'on appelle un produit, un nouveau module de notre plateforme. Ça nous permet de savoir, un petit échantillon de 50 personnes qui nous donne du feedback sur quel nom va faire le plus de sens. Ensuite, nous travaillons avec Google Console, avec tous les outils de paid advertisement. Il y a un outil de planification qu'on utilise, qui est Asana, qui est vraiment chouette en termes de planification, et c'est vraiment notre outil de base pour tout le plan marketing. On travaille beaucoup avec Slack, mais ça, c'est d'un point de vue entreprise, mais aussi avec les prestataires qui se connectent à notre Slack pour pouvoir, typiquement, on travaille avec certains prestataires ou des agences, et le fait qu'on puisse les avoir dans Slack, c'est vraiment super pratique. Et puis, après, il y a plein de petits outils qu'on va utiliser sur des petites tâches. Voilà, je pense que le gros, c'est ça. Et Slide, c'est notre wiki. C'est toute la partie où on garde de l'intelligence. Donc, typiquement, on va documenter tout sur Slide. D'accord. Est-ce que tu as un mot de conclusion sur ce job de CMO en scale-up? Je pense que c'est super excitant d'être en scale-up parce qu'on se réinvente tous les jours, en fait. Donc, premièrement. Deuxièmement, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est entouré par des gens brillants. Parce que c'est vraiment entre le monde de start-up où il y a beaucoup de gens brillants en start-up. Et ce sont des gens qui sont curieux. Ce sont des gens qui n'ont pas peur du changement. Donc, que ça soit l'équipe marketing que j'encadre aujourd'hui ou l'équipe dirigeante de Shipeo, c'est des profils extrêmement passionnants. Donc, moi, je suis heureuse d'être là où je suis. J'ai pas peur des challenges. C'est que de belles opportunités. Génial. Merci beaucoup, Daria. C'était rien. Avec plaisir. C'était passionnant. Oh, Kiss My Scale, c'est fini pour aujourd'hui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous avez aimé cet épisode? Faites-le savoir sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour discuter marketing et hypercroissance, prolongeons la discussion sur LinkedIn. Enfin, si vous aimez les histoires d'entrepreneurs, les coups de bluff et les coups de maître de ceux qui imaginent le monde de demain, rendez-vous sur instinctcollectif.com.